Je m'associe évidemment aux remerciements qui ont été adressés aux organisateurs du colloque depuis ce matin. Et j'apprécie aussi beaucoup l'intérêt et la pertinence de tout ce qui est décrit durant ces 3 journées. Et je trouve que c'est réellement un colloque extrêmement utile de ce point de vue par son caractère à la fois synthétique et très exploratoire. Merci beaucoup, en particulier Eric. Vous m'entendez ? J'adressais des remerciements. Voilà, et je vais parler plus fort si vous voulez. Alors, ça va aller. Les questions que je me propose d'aborder dans cette présentation, c'est bon ? Sont au nombre de 2. D'une part, qu'est-ce que l'irruption du digital dans le champ de la musique a induit comme changement majeur par rapport à, disons, l'ère analogique de la musique ? Et d'autre part, pour reprendre la question qui avait été posée le premier jour par Bernard Miège, existe-t-il quelque chose comme un régime pré-numérique auquel succéderait le régime numérique ? Ou pour le dire autrement, le virage numérique nous engage-t-il dans un au-delà de la musique ? De la même manière que Fred Richtin, à propos de la photographie, parlait d'au-delà de la photographie en considérant que le numérique en photo se situait du côté du génotype alors que l'argentique se situerait du côté du phénotype, ou encore l'argentique du côté du photon et le numérique du côté du pixel, avec toute une série de conséquences radicales sur la certitude du référent photographié, sur la linéarité des récits, sur la crédibilité que nous accordons aux images, etc., etc. Ce basculement du régime analogique au régime numérique a été décrit, par exemple, alors par toute une série d'auteurs, mais par exemple par Fabien Grandjean et Clément Combes, dans un article qui avait été publié dans Réseau, et qui avait été décrit en termes de passage de la discomorphose, donc ça renvoie évidemment aux travaux d'Antoine Aignon, à la numérimorphose, définie par les auteurs cités par, je cite, la numérisation du signe sonore, la dématérialisation des supports et la multiplication des équipements qui ont fait des contenus musicaux des biens éminemment reproductibles, accessibles, archivables, transmissibles et non rivaux. Alors, à première vue, ce que nous appelons numérimorphose ou musimorphose, puisqu'il s'agit plus spécifiquement de musique, a produit des changements majeurs qui n'échappent à peu près à personne, enfin à personne, sur l'ensemble du phénomène musical. Du côté, pour en donner quelques exemples, du côté de l'industrie et des modèles économiques, nous sommes passés en une quinzaine d'années du modèle de l'oligopole à franges dominé par quelques majors satellisant de nombreux petits labels à une reconfiguration du marché des modèles d'affaires marquée à la fois par la chute des ventes de disques depuis 2002 en France. Un an, il y a eu un petit décalage, vous savez, par rapport au reste du marché international, marquée aussi par des tentatives de régulation face au piratage, marquée par l'arrivée de nouveaux acteurs. Il en a été question sur d'autres domaines, à propos d'autres domaines dans les communications précédentes, marquée par la mobilisation de nouveaux modèles d'affaires, par exemple l'exploitation du modèle, de ce qu'on appelait le modèle à 360 degrés, et puis marquée par une amorce, aujourd'hui, une amorce de sortie de crise portée par le streaming qui se traduit par une hausse du chiffre d'affaires. En France, par exemple, ça représente en 2017 583 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 516 millions d'euros en 2016. Alors, néanmoins, pour donner une perspective, un peu de profondeur, un peu de perspective à l'affaire, en 2002, c'est-à-dire au moment où le moment de crise se produit, on atteignait 1,43 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Je parle bien du marché français. Donc vous voyez que malgré tout, on n'a pas atteint de nouveau le stade auquel on se situait juste avant la crise. Alors, la France compte aujourd'hui ainsi, toujours pour en finir avec la nature, la question du modèle économique, la France compte ainsi aujourd'hui 4,4 millions d'abonnés, plus 500 000 en un an. Il y a 2 ans, c'était plus 700 000 donc d'abonnés à un service de streaming. Le vinyle, néanmoins, continue, ou je dirais même amplifie son existence sur ce marché. Ça représentait l'an dernier 3,1 millions d'exemplaires vendus. C'est une hausse de plus 72%. Alors évidemment, tout ça a rapporté, c'est un chiffre relatif, mais soit quand même 12% du chiffre d'affaires du marché physique. Alors,
Une des principales questions générées par l'essor du streaming, vous le savez, porte sur la répartition des revenus et le partage de la valeur. Mais je passe ici sur cette question qui est technique et qui n'est pas l'objet. La question, au fond, pour moi, après avoir fait cette rapide présentation du marché de la musique du point de vue de ses caractéristiques économiques, c'est est-ce qu'au fond, l'histoire, en réalité, ne se répète pas sous une apparence de nouveauté? Et je pense par exemple à un article qui est un article séminal très classique pour les gens qui s'intéressent au domaine, qui est l'article de Richard Peterson qui s'appelle toujours Why 1955 Explaining the Advent of Rock Music, et qui montre comment, sous l'effet de différents facteurs tels que l'innovation technologique, l'évolution des lois et des politiques de régulation, la transformation de la structure de l'industrie, on assiste à différentes phases de concentration et déconcentration du marché musical, notamment, mais pas seulement, durant les décennies 1945-1955. On a comme ça des effets, effectivement, de monopolistique très fort des majors, et puis ensuite de dégonflement de cet effet monopolistique en faveur de petits labels, et puis à nouveau de contraction, si je puis dire, en faveur des majors. Donc, première question, si on observe le marché, est-ce qu'il y a quelque chose de réellement nouveau sous le soleil ? Si on se place, si on se décale d'un autre point de vue maintenant, qui m'est plus familier, puisque je suis quand même pas un spécialiste de l'économie à proprement parler, si on se place du côté des acteurs, c'est-à-dire des musiciens, des producteurs, des personnels des studios d'enregistrement, etc., qui a fait l'objet d'une communication hier après-midi, Martin Lucier, Anouk et un de leurs collègues, le numérique semble aussi avoir joué un rôle disruptif. Dans son ouvrage sur les professionnels du disque, publié en 1981, Antoine Aignon décrivait ainsi un univers marqué par un très haut niveau de spécialisation et une forte hiérarchisation des rôles. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que le coût d'une journée d'enregistrement rendait le studio à peu près inaccessible à la plupart des groupes amateurs. Alors, ce qu'on voit, c'est que produit le numérique ? C'est qu'avec l'arrivée des ordinateurs et des plugins, on assiste à un basculement des métiers de l'amont vers l'aval de la filière, à la démocratisation des équipements et des apprentissages, notamment avec les tutoriels en ligne, favorisant l'irruption de ce que Patrice Fichy a pu qualifier de nouveaux amateurs. Et j'ajouterais, ce détail n'en est pas un à mes yeux, que le régime numérique, du point de vue des professionnels, des pratiquants, plutôt de la musique, a favorisé de nouvelles affordances, puisque les informations sonores sont devenues visuelles, principalement visuelles, grâce au développement des interfaces graphiques. Et par exemple, il suffit d'avoir connu les studios d'enregistrement il y a 30 ans et de voir ce qui se passe dans un studio d'enregistrement aujourd'hui, pour constater que l'ingénieur du son passe son temps à anticiper ce qu'il va mixer, alors que mixer par l'oreille, jadis, ne permettait pas cette anticipation de la perception. Et aussi cette forme de découpage ultra-chirurgical du matériau sonore qui était la principale difficulté. C'était vrai pour le montage visuel, cinématographique, et c'était vrai pour le montage sonore. Il valait mieux ne pas se tromper. Mais là encore, on peut se demander, et c'est au fond à ça que je veux en venir, si l'histoire ne se répète pas. David Simons, dans un ouvrage consacré à l'histoire des studios d'enregistrement, a montré comment, alors lui il prend le cas de New York, mais c'est transposable à toute une série de situations, comment, dès les années 70, l'innovation, c'est-à-dire le passage du 2 au 4 puis aux 8 pistes, a eu des effets disruptifs. Le besoin d'enregistrer les orchestres en une prise mono ne se faisant plus ressentir, et l'enregistrement piste par piste prenant le dessus, on assiste à la disparition de la signature sonore propre à chacun de ces lieux, puis à leur disparition tout court, les plus emblématiques étant transformés en appartements ou en nightclub. Alors, je pourrais reconduire des arguments analogues à propos des esthétiques supposément transformées par le numérique, par exemple le sampler et le mash-up, ou les publics confrontés à la double promesse d'abondance et de recommandation. Mais au-delà de ces configurations, plusieurs questions se posent pour moi, et donc pour répondre à la question qui est la mienne. La première question, c'est, s'il s'est produit quelque chose comme le basculement d'un régime analogique à un régime numérique, comment caractériser ces deux phases distinctes ? Est-ce qu'on peut les analyser en termes de mutation ontologique, je vais revenir sur ce terme qui est peut-être pas bien choisi, ou de transformation structurelle ou de changement d'échelle, c'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'on assiste à simplement une amplification de mouvements antérieurs, de phénomènes antérieurs, ou de changement expérientiel dans l'expérience des publics, ou de transformation des cadres conventionnels, etc. La deuxième question, c'est est-ce que le visage numérique touche tous les secteurs culturels de manière uniforme ? Je n'y répondrai pas, mais évidemment, c'est une question
importante. Est-ce que ce qui se passe finalement pour le cinéma est transposable diachroniquement et d'une certaine manière synchroniquement à ce qui se passe dans d'autres filières des industries culturelles? Et la troisième question, à laquelle je ne répondrai pas non plus, mais qui est une question très importante et qui a été posée le premier jour, c'est cette idée que le passage de la discomorphose à la musimorphose implique peut-être une coupure épistémologique, un renouvellement de l'attirail méthodologique. Alors, je ne répondrai pas à cette question, mais je renverrai immodestement un ouvrage que j'ai eu la chance de diriger qui s'appelle « Enquête de méthode » à propos d'un travail... Enfin, il y a notamment tout un chapitre sur un travail qu'on a mené dans le cadre d'une ANR avec un pool d'informaticiens, par exemple sur les caractéristiques topologiques des organisations de corpus ou sur la mesure du degré d'éclectisme des goûts ou encore la dimension temporelle de l'écoute. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous a permis, ce travail avec les informaticiens, de reposer ou même de poser des questions qu'on n'avait absolument pas à l'esprit en tant qu'équipe de sociologues et que leur approche, effectivement, permettait de faire advenir. Alors, au fond, donc, est-ce qu'il y a véritablement disruption ou pas disruption et comment analyser cette affaire-là? Alors, se poser la question de la disruption dans le domaine culturel, et en l'occurrence dans le domaine de la musique, c'est se demander à la fois ce qui caractérise l'innovation, s'interroger sur le sens de l'histoire de l'art dans une perspective téléologique et aussi se demander quelles conséquences anthropologiques induit la disruption. À cet égard, il y a peut-être un des textes emblématiques de la disruption, me semble-t-il, et peut-être à mettre au compte de Mark Prensky. Alors c'est archi connu, donc je ne vais pas reprendre cette affaire-là et la détailler, mais vous savez, c'est l'article séminal Digital Natives, Digital Immigrants, au début des années 2000. C'est un article qui ne parle pas spécifiquement de musique, mais qui permet de comprendre ce qui se joue dans l'idée de disruption. En effet, Prensky situe la date de naissance des Digital Natives à l'orée des années 80, en postulant à la fois que les digital natives voient le jour dans un monde où les technologies numériques sont omniprésentes et en postulant l'existence de pratiques culturelles propres à une génération et en rupture radicale avec la génération précédente. C'est du moins l'affirmation qu'il porte. Et donc, vous voyez que l'argument de Prensky combine l'approche générationnelle et l'affirmation anthropologique. Au fond, pour résumer, son idée, c'est que les digital natives ne vivraient pas l'expérience culturelle comme leurs prédécesseurs. Alors, c'est une idée qui a été relayée par un ensemble d'auteurs. Je ne vais pas tous les citer, mais la thèse de Prensky, vous savez, a suscité de nombreuses réserves et critiques que je voudrais rapidement synthétiser. D'une part, parce que les changements semblent opérer moins à l'échelle des générations qu'au niveau des différences intragénérationnelles. Je pense notamment au travail de Sylvie Octobre qui l'a très bien montré sur les pratiques culturelles, notamment des jeunes publics. Et d'autre part, parce que c'est moins l'intensité des pratiques en lien avec les technologies numériques qui compte que la manière dont le numérique a transformé nos représentations du monde. Et là, je renvoie aux travaux de Pierre Cérizier qui a bien insisté sur cette dimension des choses. Et puis enfin, parce que Prensky et ses émules postulent que les digital natives se distingueraient uniformément par leurs compétences digitales, ce qui revient à ignorer les fractures numériques, notamment socio-démographiques, au sein d'une même génération. Il postule au fond qu'il y a quelque chose de très homogène dans l'idée de génération et de pratique en lien avec le numérique, ce qui est probablement complètement faux. Alors, face à l'idée d'un tournant digital comme ça, de disruptif, jugé un peu trop radical, un certain nombre d'auteurs ont adopté une position, deux types de positions que je qualifierais de continuistes fortes et puis de continuistes faibles. Chez les continuistes fortes, l'idée c'est qu'au fond la rupture n'est qu'un effet de la rhétorique du nouveau dans les discours sur l'innovation, et chez les continuistes faibles, l'idée c'est que l'innovation est toujours le résultat d'une combinaison entre différents régimes technologiques, le plus récent ne chassant jamais totalement son prédécesseur, mais coexistant. C'est au fond l'idée que tout ça, ça s'hybride et qu'il n'y a jamais une forme pure de surgissement de pratiques et de technologies disruptives. Bon, par exemple, on pourrait dire que le MP3, de ce point de vue, n'a pas fait disparaître le vinyle, et c'est vrai qu'il connaît aujourd'hui, je l'ai indiqué, un regain d'intérêt. Alors, les principaux arguments de ce que j'ai qualifié de continuistes forts et de continuistes faibles sont les suivants. Il n'y a pas en soi de différence de nature entre le régime analogique et le régime numérique. Pour le dire autrement, quand bien même les technologies utilisées pour écouter de la musique évolueraient dans le temps, elles aboutiraient toujours à écouter de la musique.
Ça ne changerait pas grand-chose, en réalité, au fait même d'écouter de la musique. Un second argument découle de la question de l'imaginaire de la technique. Et j'ai pensé là à un travail, en relisant Patrice Flichy, j'ai pensé à un travail qui est très inspirant de ce point de vue, qui est le travail de Léo Marx et ses travaux sur la machine à vapeur, qui montre qu'on tend toujours à survaloriser l'innovation. Léo Marx parle de la rhétorique du sublime technologique, je le cite, et comme l'a souligné Patrice Flichy, cette rhétorique s'accompagne de deux grands arguments. Un, l'idée que l'innovation libère de l'espace et du temps, et d'autre part qu'elle accompagne les processus démocratiques. Dans le cas des exemples cités par Léo Marx, c'est l'idée, par exemple, que les déplacements de la population sont favorisés sur un territoire, par exemple dans le cas de la machine à vapeur. Il est à ce propos d'ailleurs frappant de constater que ces mêmes motifs ont été largement accolés au numérique, hein, cette promesse démocratique, j'y reviendrai tout à l'heure, à propos de l'idéal démocratique en art et l'idéal démocratique et le numérique en musique. On peut ainsi se demander si l'imaginaire du numérique ne participe pas lui-même d'une rhétorique générale, historiquement issue de la rupture entre le providentialisme et ce que Gusdorf appelait le postulat de la suprématie du futur sur le passé, à propos de l'avènement des Lumières et de la première modernité. Alors il y a un troisième argument énoncé par Philippe Marion et André Gaudreault et repris ensuite par Laurent Salard, je parle sous ton contrôle, qui consiste à affirmer qu'une innovation n'est en réalité toujours deux fois. Par exemple, c'est bien, donc c'est ce que tu montres, hein, c'est bien l'iPhone et son écran tactile qui socialisent le tournant mobile de l'Internet, mais il est juste de rappeler que le protocole WAP, conçu en 1998, permettait déjà une navigation sur le web. Donc c'est une idée de deuxième naissance qui, moi, m'avait fait songer à cette idée d'après-coup chez Al Foster, elle-même empruntée à Freud, et qui définit, je le cite, comme un processus continu de futurs anticipés et de passés reconstruits, où chaque époque rêve la suivante. Alors, pourquoi Freud et pourquoi Al Foster? C'est qu'on peut effectivement, de ce point de vue, considérer qu'il y a toujours toute une série d'innovations bien avant le sampler. Le premier sampler, c'est le Fairlight CMI en 1979. Et on peut considérer que de ce point de vue, le sampler n'est en réalité pas, à proprement parler, le premier instrument de musique numérique, puisqu'il est précédé par l'ondioline. Alors, ce ne sont peut-être pas des instruments que vous connaissez, vous irez voir sur le net, c'est assez fascinant d'ailleurs, l'histoire de ces instruments. Mais l'ondioline ou le mélotron, donc c'est début des années 60, vous savez, le mélotron qu'on trouve notamment sur des albums des Beatles ou d'autres albums, et qui imite déjà, certes à partir de bandes magnétiques, les sons joués en boucle, sons de flûte ou sons de cordes, selon un processus, un procédé qui pourrait sembler comme ça finalement assez peu différent de ce que les samplers ont, techniquement parlant, permis de faire émerger ensuite. Et donc on y verra la confirmation que toute innovation est toujours précédée d'autres innovations, oubliées ou minorées, dont le destin ne pouvait être connu a priori par la prévision, mais seulement discerné a posteriori par la rétrovision. Alors, il y a des versions plus soft, que je qualifierais de plus hésitantes, en fait, de la perspective continuiste, qui ont également accompagné les discours sur la musique. Nick Prior, par exemple, se demande, je le cite, comment se préserver de l'idée par trop utopiste selon laquelle tout ce qui est numérique est révolutionnaire, sans non plus insinuer que rien n'a changé. Alors, d'un côté, il suggère que le système du droit d'auteur et la structure traditionnelle de l'industrie musicale sont globalement restés en l'état, même s'ils ont dû faire quelques efforts d'adaptation. Mais de l'autre, il voit dans les années 82-83, et là je crois que c'est un point important, en gros, chez les historiens de la photographie, c'est à peu près les mêmes butées temporelles qui sont proposées pour penser le virage numérique, le point de bascule, si vous voulez. Donc, les années 82-83, il y voit un tournant significatif pour l'avènement d'une culture médiatique numérique, avec en particulier, mais pas seulement, l'invention de la norme MIDI, dont il a été question hier, et la mise sur le marché des premiers CD. Et il constate donc l'émergence d'une culture spécifique où le numérique contribue à la transformation des équipements, des pratiques, des acteurs et des styles. Alors, Nick Prior, au fond, il se retranche derrière deux arguments là aussi qui nous sont bien familiers. Tout d'abord, l'idée qu'aucune configuration ne surgit ex nihilo et par conséquent le fait que l'analogique et le numérique coexistent ou s'hybrident, donc il n'y aurait pas de régime numérique pur. Et ensuite, le fait que le numérique ne se réduit pas à la seule dimension technique. Et surtout que la technique n'impose aucune forme de déterminisme à propos des usages. Alors Prior en voit la preuve dans le fait que la platine n'était pas initialement conçue pour faire du scratch ou que la naissance de l'acid house est liée à un usage détourné des sons de base de la TB 303. Pour les amateurs de musique me comprendront. On me signale qu'il y a plus que 2 minutes, donc je ne parviendrai absolument pas au bout de ma démonstration. Donc, hyper rapidement,
Première remarque, c'est que finalement, il y a toute une série de controverses qui traversent la question du basculement du régime analogique au régime numérique. Je pourrais en énoncer comme ça des dizaines. Je pense à une controverse qui est très connue, c'est la controverse autour de la qualité du son. C'est-à-dire, au fond, est-ce que le son du MP3, qui est très compressé, est un son moins bon que le son qu'on connaissait à l'époque du vinyle. Alors, première remarque, ça c'est le type de controverse, Sophie Maisonneuve l'a bien montré, qui traverse de toute manière toute l'histoire de la relation entre les usages et le contexte d'innovation socio-technique. Et c'est ce qu'elle montre bien, c'est qu'il y a en permanence un jeu de confrontation ou d'élaboration entre les dispositifs et les dispositions sociales, les dispositifs socio-techniques et les dispositions sociales. Dans les années 1920, par exemple, au moment où s'opère la genèse du gramophone et de la gramophilie, il y a des postures déjà qui s'énoncent autour de la question de la fidélité du son, et on voit qu'il y a déjà des conceptions réalistes et des conceptions romantiques de ce qui est supposé être un bon son qui s'énoncent. Donc au fond, ces discussions autour des conventions ne datent absolument pas, évidemment, du numérique. Ma deuxième remarque, elle porte sur le fait que, malgré tout, il faut aller très très vite, malgré tout, on peut avoir le sentiment que le numérique, sur au moins deux plans, opère une forme de glissement ou de rupture par rapport à l'ère analogique. Il me semble que la première rupture, et là je suis vraiment obligé d'aller très vite, donc je vais le dire d'une manière très résumée, mais la première rupture, c'est le fait qu'on passe d'une ère de la reproductibilité technique à une ère de la reproductibilité technique théoriquement infinie. C'est-à-dire que pour quiconque a pratiqué la musique il y a 30 ans, et pour tous les acteurs de la filière, c'était très clair, la principale problématique qui s'imposait aux différents acteurs, c'était la dégradation possible du support. Autrement dit, d'ailleurs, je l'ai vécu chez Virgin, on mettait les master tapes dans des coffres forts et ça n'en sortait plus. Et donc, il y a une pensée de l'origine et de l'original qui est mise en jeu dans cette conception analogique de ce qu'est la musique et les dispositifs sociotechniques. Avec le numérique, ce qui a quand même décisivement changé, c'était le fait que tout d'un coup, et d'ailleurs c'était la promesse énoncée par les premiers fabricants de CD, il y avait une double promesse, ils disaient le son va être pur et le son ne se dégradera jamais. Et effectivement, je suis assez vieux pour avoir connu ça. Et pour nous, dans les années 82, ça nous faisait complètement rêver. On se dit, ah, enfin un truc qui va pas, un support qui ne va pas se rayer. Et vous savez que l'idée de la rayure est devenue aujourd'hui, et notamment chez les rappeurs, une sorte de convention. Il y a une reconfiguration de la convention esthétique qui est devenue, une sorte de signal d'authenticité. Mais pour tous les collectionneurs de vinyle, jusqu'au début des années 80, c'était une horreur de voir son album rayé. On détestait ça. Et moi, personnellement, mes vinyles sont encore dans un état magnifique parce que je faisais des copies. Je les écoutais une fois, j'en faisais une copie sur cassette. Et ensuite, j'écoutais la cassette et je ne touchais plus au vinyle. La deuxième remarque, où je pense que le numérique introduit une disruption profonde, c'est dans la nature des promesses qu'il offre aux consommateurs. Et je les ai énoncées en réalité au début de mon intervention. Ce sont des promesses d'abondance et ce sont des promesses de recommandation. Autrement dit, c'est la résolution en quelque sorte magique par notamment les algorithmes de recommandation, cette difficulté particulière au monde numérique où les auditeurs nagent dans des univers pléthoriques mais ne sauraient pas comment s'y retrouver. Alors, s'il me reste 30 secondes, pas du tout, 30 secondes. À propos de l'abondance et de la recommandation juste, et je vais conclure là-dessus, il y a un fossé entre la promesse et entre la promesse sociotechnique et la promesse portée par les industriels et la réalisation de la promesse. Par exemple, je vais vraiment conclure là-dessus,
il y a des enquêtes qui ont montré, qui portaient sur la consommation réelle. C'est une enquête, je pense à une enquête en particulier qui avait été effectuée par Jean-Samuel Bescard à propos de la plateforme de streaming Deezer, et qui montre qu'en réalité, à l'époque, c'était 30 millions de titres. Sur les 30 millions de titres, il y avait 900 000, j'arrondis, mais c'était à peu près ça, 900 000 titres consommés, et que 10% des artistes consommés représentaient 90% de l'ensemble de la consommation. Ce qui en dit long sur le fait que, entre la promesse démocratique et l'élargissement du portefeuille des goûts, pour le dire comme ça, il y a un fossé qui demande à être analysé et qui ne s'est pas résorbé pour le moment. Voilà.